D'abord, la première question, est-ce qu'on peut mélanger Dieu et science? Voilà, ça c'est une question qui n'est pas claire pour tout le monde, parce que, en fait, jusqu'à il y a très peu de temps, il était admis que les deux sujets ne pouvaient pas être discutés ensemble. Il n'y avait aucun recouvrement, disaient les gens, entre la science et tout ce qui concerne un Dieu créateur. Ça avait un nom en Amérique, parce que c'est toujours les acronymes américains, qui s'appelle le NOMA, ça veut dire No Overlapping Magisterium, ça veut dire qu'il y a le magistère de la science d'un côté, le magistère de tout ce qui concerne Dieu de l'autre, et ils ne se parlent pas, ils sont séparés, et donc on n'en parle pas. Mais ça, c'est ce qui a prévalu très longtemps, et même peut-être même pendant tout le XXe siècle. Mais ce qui s'est passé, il s'est passé une chose assez extraordinaire, c'est que les progrès des mathématiques et de la physique ont été tellement extraordinaires au XXe siècle que la physique a, comme un énorme fleuve en crue, a complètement débordé de son lit et elle a envahi la métaphysique. Voilà, elle est venue télescoper complètement la métaphysique et des sujets qui auparavant n'étaient pas discutables, dont on ne pouvait pas parler, qui étaient des sujets de philosophie, c'est-à-dire le temps, par exemple, c'est un sujet de philosophie, l'éternité, c'était des sujets de philosophie, ce n'était pas des sujets de science, sont devenus des sujets de science et du coup ne sont même plus des sujets vraiment de philosophie parce que la philosophie ne sait plus vraiment en parler. Donc les choses ont énormément changé et ce que nous disons et ce que nous allons essayer d'expliquer, c'est que la science du XXe siècle a apporté énormément d'éléments qui viennent télescoper la métaphysique. Finalement, le problème se résout finalement à deux grandes thèses. Elles ne sont pas complètement, le problème n'est pas complètement binaire, mais grosso modo, il y a deux thèses qui se font face à face. Il y a une première thèse qui est la thèse matérialiste, que nous connaissons, c'est-à-dire l'univers est exclusivement matériel, il n'existe aucune forme spirituelle dans l'univers. Et la deuxième thèse, il existe un Dieu créateur qui a créé l'univers, et donc il y a un esprit très intelligent, et il y a d'autres esprits, évidemment. Donc, ces deux thèses. Alors, est-ce qu'on peut départager deux thèses? Voilà, ça c'est la question. Est-ce qu'on peut départager les thèses? Ce qui est très intéressant, c'est qu'une des deux thèses, la thèse de l'inexistence de Dieu, a ce qu'on appelle des implications. Voilà. Ce qui est très intéressant quand une thèse a des implications, c'est de savoir si ces implications sont comparables à ce qu'on peut observer dans le réel. Et c'est le cas. La thèse de l'inexistence de Dieu, elle a des implications. Alors, voilà, je crois qu'on a affiché en haut la thèse des implications, et il faut la regarder. Donc moi, je ne la vois pas ici, en fait, de là, si tu peux peut-être juste m'ouvrir peut-être le livre. Où elle est là? Voilà, voilà, très bien. Voilà. Donc, la première des implications de l'inexistence de Dieu, c'est que l'univers ne peut pas avoir de début ex nihilo. Pour deux raisons. Une première raison philosophique, c'est que du néant, rien ne peut sortir. Tous les philosophes sont d'accord sur cette question-là. Mais aussi une raison scientifique, qui est la conservation du total de l'énergie et de la matière. Rien ne se crée, rien ne se perd. Nous savons que le total de l'énergie et de la matière dans l'univers sont constants. Or, si l'univers sortait du néant complet, eh bien, il y aurait une violation de cette loi scientifique. Donc, l'univers ne peut pas sortir du néant. Donc, s'il a un vrai début et un vrai commencement, on voit que c'est une implication qui nie la thèse de l'inexistence de Dieu. Et si la thèse de l'inexistence de Dieu est fausse, quasi automatiquement, la thèse de l'existence de Dieu est vraie. Mais il y a d'autres implications, on va les regarder. Donc les autres implications, c'est il ne peut pas avoir une fin de mort thermique, on va l'expliquer. Les lois déterministes de l'univers ne peuvent pas être improbables, elles doivent être naturelles et normales. Et puis il y a d'autres implications dont on ne parlera pas ce soir, mais il y en a quelques-unes qui sont évidentes. Par exemple, il ne peut pas y avoir de miracle. Voilà. Alors, ce sont ces implications, en fait, que les grandes découvertes du XXe siècle sont venues enrichir et permettent de discuter dans le débat. Et donc, voilà le sujet de notre conférence et de notre débat qui est ouvert. Et donc, je repasse la parole à Igor et Grishka qui vont nous renvoyer maintenant vers un nouveau sujet. Oui, comme vous venez de le constater, nous avons une approche dans ce livre qui est éminemment rationnelle. C'est-à-dire que c'est la raison qui permet d'ouvrir un chemin vers le mystère, celui qu'on appelle le mystère suprême. Et toujours dans cet esprit de raison, dans cette quête rationnelle, s'emboîte de manière tout à fait naturelle
le parcours, la pensée, la diligence, l'habileté, le talent de Olivier Bonassis et aussi sa formation, comme je l'ai dit, puisque c'est un esprit critique. Un esprit critique qui, formé par l'école polytechnique, sait ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, et comment distinguer l'un de l'autre. Et je vais poser maintenant la question qui a été effleurée tout à l'heure par l'excellente introduction de Michel-Yves. Vous pouvez effectivement constater que Michel-Yves pourrait avoir dicté son livre comme ça, sans avoir eu à l'écrire, tellement c'est bien conçu et tellement les phrases s'enchaînent avec logique les unes aux autres, avec simplicité. J'insiste avant de passer la parole à Olivier, c'est que ce livre est essentiellement, fondamentalement simple. Ceux qui lisent Paris Match auront peut-être vu de la part de Igor et Grishka, donc tous les deux, un article que nous avons consacré dans le numéro de cette semaine de Paris Match, et nous insistons, ça a même été pris par la rédaction en exergue, sur la simplicité réelle, l'accessibilité totale de ce livre. Et ça ne le prive jamais d'être fondamental. Et réussir le fondamental et la simplicité, c'est le rêve de certains grands philosophes. Je mettrai Pascal en premier. Mais nous avons ici un exemple très brillant d'un livre qui est immédiatement accessible et immédiatement donc lisible. Et quand on l'a, je l'ai déjà dit une fois en séance publique, quand on le prend, il ne vous lâche pas, car ce livre ne vous lâchera jamais. Vous ne le lâcherez donc jamais. Olivier, tu dois nous parler maintenant de ce que l'on appelle les preuves. Les preuves qui sont portées par ce titre et sur lesquelles je voudrais que tu développes ce qui te paraît important. Absolument. Et ce qu'on doit retenir. On va en parler avec Yves, on va détailler assez précisément les 5 preuves qu'on met en exergue dans ce livre, dans sa partie scientifique. Mais juste avant ça, d'abord je voulais vous remercier tous d'être là, parce que pour nous cette soirée est très importante, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a fait un livre, effectivement, on est très content qu'il se vende bien. Et notre éditeur qui est là, Guy Trédaniel, on le remercie très fort parce qu'il avait cru à ce livre. Il en a imprimé 50 000 exemplaires et puis là, il a été obligé d'en réimprimer 80 000 exemplaires d'urgence parce que les 50 000 commençaient à être épuisés. Voilà. Donc bravo pour cette confiance. Alors évidemment, donc on est très content que des livres se vendent, mais il y a une deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est que cette question soit mise en débat dans le public et qu'elle permette des échanges avec tout le monde, parce que nous, comme disait Grishka, on pense effectivement qu'il y a des choses assez simples aujourd'hui à la portée de tout le monde qui permettent de se faire une idée précise sur cette question qui n'est pas du tout indéterminée. Enfin, c'est notre point de vue et j'espère que vous le partagerez après avoir lu ce livre. Donc cette soirée, elle a pour but de lancer un débat, d'abord avec vous, et ensuite qu'il y ait d'autres débats dans les semaines et mois qui viennent à travers le pays. On espère ça. Voilà, donc c'est pour vous dire que plus de la moitié de cette soirée sera réservée à un échange de questions-réponses avec vous. Et donc c'est le début de ce grand débat qu'on espère faire grossir en France. Alors, comment se pose la question ? En fait, pourquoi est-ce qu'on va parler de science, essentiellement de science ? Je vais vous le dire en 2 mots, parce que si vous regardez le schéma qui va s'afficher là-haut, vous voyez, pendant des siècles, dans le passé, sur tous les continents, dans tous les pays, tous les hommes ont toujours cru en Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ont cru en Dieu ? Parce qu'il y avait des tas de raisons. Et ça ne faisait pas tellement de doute quand on voit l'univers, pour eux, pour les gens, on se dit forcément il y a un créateur, il y a toute une série de raisonnements, on y reviendra, mais voilà, c'était partagé par tout le monde. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu la science qui s'est mise à contester, enfin plutôt, c'était pas volontaire, mais elle est apparue comme un discours alternatif qui proposait une explication du monde en dehors de Dieu. Donc de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, à chaque fois que la science avançait, on avait l'impression que la religion était sur la défensive. Et le résumé de tout ça, c'est un peu ce que dit Laplace à Napoléon, quand Napoléon écoute Laplace lui expliquant son modèle, et Napoléon dit « Et Dieu dans tout ça ?» Et il lui répond « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc toute cette période-là, c'était un petit peu l'idée que la science n'avait plus besoin de l'hypothèse de Dieu. Et puis, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a un changement
on va le décrire, hein, à partir du début du XXe siècle, avec la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, le Big Bang, la biologie, le réglage fin de l'univers, toute une série de découvertes qui vont dans un autre sens et qui, en 2 mots, disent qu'il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Si vous avez un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire que ce qui a fait émerger tout ça, c'est une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Et là, on est déjà très très proche de la définition de Dieu dans les philosophies ou les religions. Et puis, il y a un réglage absolument fou des données initiales de l'univers et des constantes de la physique et de la biologie, des lois de la physique et de la biologie, pour que les atomes puissent être stables, pour que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années, et pour que la vie complexe puisse arriver. Voilà, ça c'est un peu le résumé. Donc, c'est une 3e phase, et selon nous, enfin, on le croit, ça va déboucher, c'est une sorte de révolution conceptuelle qui va déboucher inévitablement sur une phase 4 qui sera que le grand public va se rendre compte des implications de tout ça. Alors, et le résumé de la chose, c'est que c'est un peu l'adage, vous savez, un peu de science éloigne de Dieu, et beaucoup y ramènent. C'est un peu, à mon avis, ce qu'on est en train de vivre, et on va vous le décrire donc avec Yves un peu en détail. Voilà. Alors, normalement, c'est pas ça qui est là, alors je ne sais pas pourquoi. Voilà, alors c'est ça. Alors, la thermodynamique est le premier sujet dont on va vous parler. Alors, la thermodynamique, qu'est-ce que c'est? C'est un mot un peu compliqué. Au départ, c'est Carnot, qui est un jeune de 27 ans, qui publie un ouvrage sur les machines thermiques. Et puis, il meurt à 36 ans, mais son travail est fondateur d'une nouvelle discipline qui est reprise quelques années après par Clausius, qui postule le second principe de la thermodynamique, c'est-à-dire l'entropie croissante d'un système fermé. Alors, c'est une loi statistique, parce que ce n'est pas une loi absolue, mais la statistique est appuyée sur le nombre de molécules qui existent, donc ça veut dire qu'elle est toujours vérifiée en pratique. Et alors, Boltzmann, qui constate que ce principe est fort, il va en tirer des équations et il comprend en fait que la dégradation de l'ordre dans le système fait que forcément l'univers a eu un début et forcément il était à l'origine très bien ordonné. Et cette constatation que Boltzmann fait vers les années 1900, elle est absolument révolutionnaire, elle est vraiment, c'est quelque chose de très fort, et tout le monde lui tombe dessus en lui disant bah, c'est pas possible, cette idée est complètement folle. À la fin, il va se suicider en 1906, pas seulement pour ça, mais en partie pour ça quand même. Et donc le drame de Boltzmann, c'est d'avoir vu trop tôt 2 choses très importantes, c'est qu'au début de l'univers, tout était ordonné, et l'univers a eu un début. Oui, en effet, il y a eu les travaux de Clausius et Boltzmann. Clausius, il a effectivement dit qu'une fonction qui s'appelle l'entropie, pour un système isolé, est croissante. C'est très simple. Vous prenez un bocal dans lequel d'un côté il y a un gaz, de l'autre côté du vide, vous cassez la cloison, le gaz rentre dans le vide, ça s'uniformise. Et vous ne verrez jamais la situation inverse, de la même façon qu'on n'imagine pas que la moitié de la salle se vide de son air qui irait se rassembler à gauche. Ça serait d'ailleurs assez gênant. Donc ça, c'est l'évolution irréversible des phénomènes. Il en tire un principe qui nous dit que, en l'appliquant à l'univers dans son entier, que l'entropie du monde, c'est son expression exacte, tend vers un maximum. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Qu'est-ce que c'est que la mort thermique de l'univers? C'est que les différences s'estompent. Quand, dans l'exemple qu'on vient de prendre, il y avait une pression d'un côté, une pression nulle de l'autre, et à l'équilibre, c'est la même pression des 2 côtés. Qu'est-ce que ça va être que la mort thermique de l'univers? Eh bien, c'est que dans l'univers, il n'y aura plus que ce qu'on appelle une soupe de particules à température uniforme, à pression uniforme. Les étoiles, on le sait maintenant, auront disparu, auront explosé. Les trous noirs se seront évaporés. Et finalement, il n'y aura plus que cette uniformité dans l'univers, on n'a pas très envie d'y habiter, dans lequel on ne pourra plus rien sortir, c'est-à-dire que toutes les ressources auront été épuisées. C'est ça la mort thermique de l'univers. Que s'est-il passé à ce moment-là? Effectivement, une contestation d'ampleur jusqu'au début du XXe siècle. Clausius, c'est 1860. Au début du XXe siècle, il y a encore un naturaliste allemand et d'autres, Haeckel, un chimiste danois, Clausius, qui explique que ce principe est nécessairement faux, disent-ils, Arrhenius, pardon, excusez-moi, disent-ils, parce que
Si on va vers la mort thermique de l'univers, comme l'univers, c'est un présupposé, existe depuis un temps infini, cette mort thermique aurait déjà dû se produire. Et Arrhenius conclut, donc ce principe est faux. Or, aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, il est enseigné dans toutes les universités du monde, il est reconnu comme juste. Autrement dit, on en déduit que le présupposé d'Arrhenius, qui était de dire l'univers existe depuis un temps infini, eh bien, ce présupposé est donc faux d'après Arrhenius lui-même. Et ça, c'est une grande victoire posthume de Clausius. Alors ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le passé, toutes les visions athées du monde, sans aucune exception, de Parménide, Démocrite, Lucrèce jusqu'à Marx, Lénine, Engels, Hitler et Mao, en passant par tous les autres au XIXe siècle, toutes ces visions-là pensaient que l'univers était éternel dans le passé, le temps était infini dans le passé, que la matière avait toujours existé, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est très très important parce que ça, aujourd'hui, c'est plus possible de penser ça. On va le démontrer de différentes manières, mais le premier qui le voit, encore une fois, c'est Boltzmann. Et en concluant ça, il prend, comme le dit Yves, à rebrousse-poil tous les athées de l'époque qui lui tombent dessus. Et c'est tellement révolutionnaire que cette découverte, qui n'est pas tellement contestée sur le moment, en fait, elle n'impacte personne parce qu'on se dit ça va trop loin et c'est pas possible. Voilà. Et donc, il faut attendre un deuxième saut, qui est celui de Einstein, qui donc développe la relativité restreinte, puis la relativité générale, et qui nous explique, alors Einstein, et Yves vous le simplifiera peut-être, mais en 2 mots, les équations d'Einstein, c'est compliqué, les solutions des équations, c'est encore plus compliqué, mais le principe de la relativité, c'est pas très compliqué, c'est que le temps, l'espace et la matière sont liés, vous ne pouvez pas avoir l'un sans les deux autres, et ils s'impactent mutuellement. Oui, alors cette image avec la surface qui est déformée illustre l'idée. L'idée, c'est que l'espace, en vérité l'espace-temps, est courbé par les masses, par la gravitation. Alors c'est une idée révolutionnaire. Cette relativité générale, c'est l'œuvre propre d'Einstein. Il l'a établie tout seul, aidé par quelques mathématiciens. Il a travaillé pendant 3 ou 4 ans. Et on peut se demander, si Einstein n'aurait pas été là, est-ce que cette théorie serait sortie? C'est pas sûr. C'est vraiment quelque chose d'unique, avec effectivement des équations un petit peu compliquées. Ce qui est important, c'est que la structure de l'espace, qui est donnée par sa géométrie, dépend des masses. Et donc, s'il n'y a pas de matière, eh ben, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace-temps. Donc, l'espace et le temps sont en effet consubstantiels à la matière. Alors cette théorie, au début, les gens se disent « qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Les équations sont un petit peu compliquées à résoudre, en effet, et elle a des implications astronomiques qui ont été vérifiées très vite, avec des mesures. Par exemple, un rayon lumineux qui arrive de loin, eh bien, quand il va voir le trou, il va plonger dans le trou, et donc il va se courber. Eh bien, ceci a été vérifié en 1921, 19 et 21. Par une expédition qui s'est rendue en Amazonie lors d'une éclipse solaire pour qu'on constate que les rayons qui passaient de façon rasante au-dessus du Soleil étaient effectivement déviés. L'angle a été mesuré, il est très petit, je crois que c'est 1,27 secondes d'arc. Il était prévu par la théorie, c'est celui qu'on a mesuré. Alors là, tout le monde s'est dit, cette théorie doit être juste. Ensuite, ce qui est nouveau sur cette théorie, c'est qu'elle donne lieu à une cosmologie. Et ça, c'est évidemment extraordinaire. C'est-à-dire que les équations d'Einstein permettent de trouver à grande échelle l'évolution de l'univers lui-même. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'univers est vu comme un objet de réflexion et un objet physique. Dans toute la physique classique, l'univers, c'est un contenant, un cycle-temps, qui sont donnés a priori et dans lequel on travaille. Il y a un espace, un temps, et on travaille dedans. Maintenant, l'espace et le temps sont des entités physiques et on peut déterminer leur évolution. Ça donne lieu à des équations cosmologiques. Et ce qui est remarquable, c'est que ces équations ont pu être résolues d'abord par Friedman, ensuite par Lemaître, qui était un ecclésiastique belge, en 1927, et que cette solution a donné lieu à montrer que l'univers ne pouvait pas être dans un état stationnaire, c'est-à-dire toujours dans le même état. Toute la philosophie classique et toute la science classique
prenait comme postulat que l'univers avait toujours été là et qu'il était toujours dans le même état. Eh bien, la solution, donc on voit la bélomètre et Friedman, la solution de ces équations montre que ce n'est strictement pas possible. Autrement dit, l'univers est nécessairement en évolution. Et on se dit que s'il est nécessairement en évolution, il y a un début. La bélomètre sort une solution dite du noyau primitif d'un univers de forme sphérique. Alors c'est un peu compliqué à imaginer parce que c'est un espace courbe à 3 dimensions. Et il y a l'équivalent d'un rayon en quelque sorte qui augmente sans cesse et qui part d'une valeur nulle. Il part d'une valeur nulle à un instant initial. Et cet instant initial, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le début de l'univers. Et puis, cette croissance de ce rayon, ça donne lieu à ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Alors, on peut se faire une idée à 2 dimensions. Vous prenez un ballon baudruche que vous gonflez. Il faut que vous imaginiez que vous ne connaissez pas la 3e dimension. Donc, vous vous transformez en araignée toute plate qui rampe sur le ballon baudruche. Vous êtes sur un espace courbe à 2 dimensions. Vous voyez vos congénères qui sont répartis sur cette surface. Et si le ballon enfle, eh bien vous voyez que vos congénères s'éloignent de vous. C'est l'expansion de l'univers. Et vous vous dites que s'il enfle, c'est qu'à un moment, il a commencé avec un rayon nul, et c'était le début de toute l'aventure. Voilà ce qui sort des équations de la relativité résolues par Friedman et Lemaître. Alors évidemment, quand ça s'est rendu public, les gens se disent que c'est de la spéculation intellectuelle. Est-ce qu'il y a un élément de réalité derrière tout ça? Est-ce que ce n'est pas uniquement des solutions mathématiques? Eh bien, l'avenir va montrer qu'il n'en est rien. Oui, effectivement. Quand vous avez donc Einstein qui, en 1905 et 1915, publie ses théories, en 1919, Eddington constate que l'observation colle avec la théorie, et en 1920, Einstein a le prix Nobel, il devient très célèbre, bien sûr, pour une telle révolution conceptuelle, mais effectivement, quand l'abbé Lemaître, ou avant Friedman, 5 ans avant, postule l'idée de l'expansion de l'univers, et donc d'un début, Einstein résiste et il dit c'est pas possible, ça ressemble trop à une création biblique. Et vraiment, cet obstacle mental restera longtemps, même si l'expansion de l'univers est prouvée, avec les observations de Hubble après. Voilà, on a une situation dans laquelle les gens comprennent qu'il y a une expansion à un instant, mais ils ne veulent pas entendre parler du début parce que ça heurte trop leurs présupposés philosophiques. Il faut quand même juste faire une petite halte sur ce sujet, qui est très important. Il est très important et on a même du mal à imaginer qu'il y a 13 milliards et 820 millions d'années, donc c'est très loin dans le passé. Je fais une parenthèse, mais quand on parle de milliards, c'est quelque chose d'abstrait. Si par exemple, je vous demandais maintenant de compter jusqu'à 1 milliard, à votre avis, combien de temps faudrait-il et combien de temps resterions-nous ensemble dans cette salle? Je vous donne la réponse, à peu près 80 ans. Vous voyez que quand on parle de milliards d'années, c'est beaucoup. Alors, les mathématiques simplifient beaucoup les choses, puisque 13 milliards et 820 millions d'années, ça correspond à seulement 10 puissance 17 secondes. 10 puissance 17. Et on sait qu'évidemment, on va beaucoup plus loin dans les puissances lorsqu'on manipule ce genre d'objets mathématiques. Mais, je vous disais tout à l'heure que c'est tellement difficile de se représenter que l'univers a eu un début. Et comment était-il à cette époque-là? Comment était-il? Il faut que vous acceptiez, et c'est difficile à accepter, qu'à un moment dans la vie de cet univers, il y a 13 milliards 820 millions d'années, eh bien, il n'était pas plus grand que ce théâtre. Il avait 3 dimensions, certes, mais c'était ça. C'était comme une espèce de bulle toute petite, mais c'est encore très grand par rapport à ce qu'il était beaucoup plus tôt. Quand on arrive à ce qu'on appelle la longueur de Planck, c'est-à-dire la limite de divisibilité de la matière et du rayonnement, eh bien, cet univers, il était 1 milliard, 2 milliards de fois plus petit que le noyau d'atome d'hydrogène. C'est-à-dire, c'était une toute petite particule élémentaire. C'est incroyable, et c'est vrai. Et
L'univers tout entier, et pas un scientifique aujourd'hui ne conteste cela, est issu de cette petite particule. Et je termine en disant que ce n'est pas un rêve de physicien, ce n'est pas une théorie parmi d'autres. Non, la théorie du Big Bang aujourd'hui repose sur 3 piliers. L'un d'eux a été cité par nos amis. Le premier, c'est donc la découverte de l'expansion en 1929, l'expansion de l'univers. L'expansion, c'est-à-dire la fuite des galaxies les unes par rapport aux autres. Ça n'a pas été tout de suite interprété comme ça, mais très vite on a compris que c'était ça, c'est-à-dire que c'est l'espace lui-même qui se dilate. Donc c'est l'expansion de l'espace-temps. Le deuxième pilier, c'est l'écho du Big Bang. Je fais ici une petite référence au préfacier de cet ouvrage. Il s'appelle Robert Wilson, prix Nobel 1978, pour avoir découvert, avait été le premier avec son camarade Arnaud Penzias, en 1964, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils découvrent avec une gigantesque antenne astronomique qui se trouve quelque part dans le New Jersey. Ils entendent pour la première fois l'écho du Big Bang, c'est-à-dire l'écho de cette immense explosion qui s'est produite il y a 13 820 millions d'années. Ils l'entendent, ils l'entendent. Et ça, c'est le second pilier du Big Bang. Et le troisième pilier, on l'observe aujourd'hui, c'est grâce à des satellites astronomiques, des satellites qui nous permettent de photographier à quoi ressemblait l'univers il y a très 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 longtemps, en l'an 380 000, lorsqu'il était 1000 fois plus chaud et 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui. On a la preuve qu'il a commencé, la preuve qu'il y a eu un commencement. Et cela, évidemment, comme ce n'est plus contesté aujourd'hui par personne, eh bien ça nous incite à nous demander, mais d'où vient ce commencement, enfin, d'où vient cette explosion initiale? Comment l'expliquer? Alors je me retourne évidemment vers ceux qui ont cherché cette explication, et en particulier, bien sûr, Olivier et Michel-Yves. Alors effectivement, donc, cette théorie est extrêmement surprenante pour tout le monde. Personne n'arrive à accepter cette idée qu'à un moment, l'univers aurait été 10 milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène. C'est très curieux. Mais la théorie d'Einstein, les équations d'Einstein, développées d'abord par Friedman, par Lemaitre, puis par Gamow et ses amis, aboutissent à une théorisation d'un rayonnement de fond cosmologique qui finalement est observé dans les années 60, comme vient de dire Grishka. Il y a une deuxième chose qui est observée dans les années 60, c'est que, selon cette théorie, dans les 3 premières minutes de l'univers, vous avez création des noyaux d'hydrogène et d'un peu d'hélium, et donc 75% d'hydrogène, 25% d'hélium, et des traces de deutérium, de lithium et de beryllium. Ça, c'est ce que disait la théorie. Et en fait, dans les années 60, quand on observe les premières étoiles, on trouve exactement cette composition, donc ce qu'on appelle les abondances correspondent. Et donc ces deux faits-là, le rayonnement de fond et les abondances, font que tout le monde accepte la théorie du Big Bang. Et ça, c'est un choc très important parce que, effectivement, dans le passé, quand on avait évoqué ça, il y avait eu des persécutions. Le livre en parle un petit peu, c'est un chapitre important et original, qui a été d'ailleurs beaucoup travaillé par Igor et Grishka, c'est le chapitre où ils nous ont le plus aidés. Ça raconte comment les grands savants russes qui ont découvert tout ça, c'est-à-dire Friedman, Gamow et tous leurs amis, ont été persécutés, ont été torturés, mis au goulag, fusillés. Enfin, c'est assez étonnant. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour les régimes athées d'accepter ça. Voilà. Donc là, on a un premier point très important qui dit que le début de l'univers, c'est une certitude. Alors, les gens vont, quand on parle du Big Bang, on va vous dire c'est pas forcément le début de l'univers, parce qu'il y a pu avoir d'autres singularités. Ce qu'on appelle une singularité, c'est un moment où toutes les équations viennent à l'infini, parce qu'on est sur un point trop petit pour qu'on puisse rentrer dans nos équations actuelles. Je ne sais pas s'il marche celui-là. Ouais, je dirais juste un mot sur ce tableau de tous ces gens qui est très 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 impressionnant, parce que c'est des gens qui étaient tout à fait étrangers à la politique. C'était uniquement des savants, des mathématiciens, des physiciens qui étaient tous extrêmement brillants. Donc il y en a un grand nombre qui ont été tués, d'autres qui ont été déportés dans des camps d'ailleurs où ils sont morts, et puis les plus chanceux ont réussi à s'enfuir. C'est intéressant de façon indirecte, parce que si ce qu'ils avaient découvert ne prouvait rien, on les aurait laissés tranquilles. Voilà. Donc ça, c'est une preuve indirecte. C'est-à-dire que si ça ne prouvait pas, le fait qu'il y ait un début à l'univers ne prouvait pas quelque chose par rapport
à l'existence d'un Dieu créateur, on les aurait laissés tranquilles. Les régimes, aussi bien de Hitler que de Staline, avaient très très bien compris que ces théories-là étaient totalement incompatibles avec les théories marxistes et national-socialistes. Donc il y a eu des persécutions qui ont été dans les deux pays à peu près égales et qui ont duré tout le temps jusqu'au bout. C'est une parenthèse. Oui, oui. Je voudrais juste revenir un petit peu sur ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique, parce que c'est la preuve absolument définitive. Il faut savoir qu'avant 1964, il y avait une polémique très forte qui enflait chez les physiciens. Les noms d'oiseaux fusaient. On disait c'est de la physique de Curie, c'est l'Église catholique qui est derrière, qui veut imposer son idée de création. Tout cela, ça n'a aucun sens et il n'y a pas de preuve. Quand Penzas et Wilson ont trouvé ce rayonnement, alors là, tout le monde s'est rangé à cette idée qu'effectivement, il y avait eu ce Big Bang. Ce rayonnement, c'est un rayonnement micro-ondes. Et ils l'ont observé avec une antenne qui coûtait une petite fortune, une antenne de radioastronomie. Ils ont fait l'analyse spectrale du rayonnement et ils ont vu que ça correspondait très exactement à ce qu'avait prévu Gamow quand il a pris les équations d'expansion de l'univers, qu'il a fait un modèle en quelque sorte de début de l'univers. Il avait prévu un rayonnement qui correspond à une température d'équilibre de 2,7 Kelvin. Penzas et Wilson mesurent et ils trouvent 3 Kelvin. Alors là, tout le monde s'est dit, c'est juste. Il y a quelque chose de vrai derrière. Ensuite, ça, c'est une image, parce qu'on se demande un peu ce que c'est passé aux informations. On nous dit, l'univers a été photographié à son début. On se dit, de quoi s'agit-il ? Effectivement, une sonde américaine, c'était le programme COBE, je crois, qui a coûté quelques centaines de millions de dollars, a été lancé. Ça a été étudié par un physicien qui s'appelle George Smoot, et il a simplement regardé les points jaunes, rouges et bleus, ce sont les petites variations infimes par rapport au fond de rayonnement. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où la température est un tout petit peu plus élevée et d'autres où elle est un tout petit peu plus faible. Et ça, c'est l'amorce de la création des galaxies. S'il y avait eu uniformité, l'ensemble du monde serait resté comme ça. On ne serait pas là. Il fallait qu'il y ait une uniformité. Et les astrophysiciens avaient prévu, en quelque sorte, la structure qu'on voit là. Et la structure a été détaillée par George Smoot, et c'est exactement ce qu'avaient prévu les astrophysiciens. Ça montre que dès le début de l'univers, eh bien, en germe, en quelque sorte, il y avait tout son développement à venir. Ça a valu le prix Nobel de physique à George Smoot, qui a déclaré cette phrase extraordinaire, ça donnait le titre d'un de vos livres, « J'ai vu le visage de Dieu ». Il voulait dire par là qu'il a vu la création. Je voudrais juste terminer ce rayonnement. Vous ne vous en rendez pas compte, il est tout autour de nous. Nous sommes baignés dans le rayonnement de fond cosmologique. Quand on y réfléchit, c'est assez émouvant. On aurait un détecteur, là, on verrait la trace du Big Bang, autrement dit, la trace du début de l'univers. Avec des photons qui n'ont pas vieilli, parce qu'à la vitesse de la lumière, ils se déplacent sans vieillir. Très intéressant parce que cette image, elle nous parle non seulement du Big Bang, qui est le premier point qui va consolider l'idée d'un début, mais aussi elle nous parle du réglage fin qui va être le deuxième point qu'on va développer, parce qu'effectivement, si les anisotropies qui sont sur cette image n'étaient pas de 1/10 millième, eh bien on ne serait pas là pour en parler. Donc quand les savants voient ça, ils se posent des questions. C'est 10 puissance moins 5, les différences de température très minimes de cette image. Alors, on a donc un premier point on va parler de 2 points. Donc le début de l'univers, il est établi par la thermodynamique, par l'exemple, le Big Bang nous fait penser à ça, mais la cosmologie a creusé derrière et elle a établi que s'il y avait eu avant le Big Bang d'autres Big Bang, il ne pourrait pas y en avoir en nombre infini, donc il y a forcément un début au temps, à l'espace et à la matière. C'est un acquis énorme, c'est une révolution conceptuelle fantastique dont on n'a pas pris la mesure. Voilà, premier point. Ah oui, après, il y a le fait qu'il n'y a pas de... C'est le théorème qui conclut ça, de Borde, Guth et Vilenkin. Il date de 2003 simplement, donc c'est quelque chose qui est très récent. Oui, absolument. Deuxième point très important, c'est le réglage fin de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le réglage fin ? Dans les années 60, Robert Dicke, toujours à partir des mêmes équations, calcule que si un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion était changée du 15e chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre, on ne serait pas là pour en parler. Alors il tombe de sa chaise, il dit « Mais comment c'est possible que ce réglage soit si fin ?»
Et puis, dans les années qui suivent, les scientifiques vont trouver des tas d'autres réglages. Il y a un livre qui sort en 1988 de Barrow et Tipler qui en dénombre 200. Mais il y en a qui sont complètement incroyables. Si vous prenez, ce qu'on comprend bien, c'est la constante de gravité. La constante de gravité, donc c'est régi par une constante qui vaut 6,67 430. Si c'était 431 ou 429, les étoiles, au lieu de brûler 10 milliards d'années, elles brûleraient beaucoup moins et la vie serait impossible. Et des constatations comme ça, les scientifiques en font à l'appel et ils se disent mais qu'est-ce que sont ces réglages? Et on arrive à cette idée qu'il y a une trentaine de nombres qui structurent l'univers dans ses lois physiques. Pour l'instant, on ne parle que de la physique. Et que si elles n'étaient pas réglées très précisément, et certaines jusqu'à la 120e décimale, on ne serait pas là pour en parler. Oui, alors effectivement, d'abord, il y a une première chose, c'est qu'il y a très peu de constantes physiques qui règlent l'ensemble de la physique. C'est déjà assez extraordinaire. Finalement, le nombre d'équations de la physique est relativement limité. En électromagnétisme, il y en a 4, en mécanique quantique, il y en a 2, 3. Il y en a très peu, alors que la diversité du monde autour de nous est absolument phénoménale. Derrière ces équations, il y a un nombre très limité, moins de 10, de constantes physiques. Effectivement, constantes de gravitation, les constantes qui règlent l'électromagnétisme, la mécanique quantique, l'interaction des particules dans les noyaux, par exemple. Eh bien, si on les modifie, nous ne serions pas là pour en parler. Par exemple, au tout début de l'univers, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il y a du rayonnement. Tiens, c'est la lumière. C'est presque le premier verset de la Genèse. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Au tout début de l'univers, c'est l'énergie et la lumière. Ensuite, l'univers rentre en expansion et à ce moment-là, les particules sortent du vide en vérité, parce que le vide, c'est un état physique dans lequel il y a en vérité plein de choses, et les particules et leurs antiparticules sortent du vide. Particules élémentaires, les quarks, les électrons, par exemple. Les quarks, ensuite, vont pouvoir s'associer en protons-neutrons. Les protons-neutrons vont pouvoir s'associer en noyaux. Les noyaux et les électrons vont s'associer en atomes. Mais en fait, tout cela se joue sur le fil du rasoir. Vous modifiez effectivement un tant soit peu les constantes, et ça fait flop dès le départ. Soit les particules n'ont pas le temps d'arriver, ou les neutrons qui ont été produits, on l'a mis dans le livre, les neutrons qui ont été produits disparaissent. On calcule qu'il est resté, grosso modo, 4 neutrons sur 1 milliard. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que s'il y avait un cataclysme sur Terre et qu'il ne reste que 30 personnes, effectivement, ça serait quand même assez grave. Eh bien, tout se joue comme ça sur le fil du rasoir. Et donc, on se dit, si le réglage avait été un tout petit peu différent, il n'y aurait pas eu de neutrons, il n'y aurait pas eu de noyau, on n'aurait eu que l'atome d'hydrogène et on ne serait pas là pour en parler. Donc, on est stupéfait par ce réglage qu'on appelle le réglage fin. Et je crois que là, on peut parler un petit peu de notre méthode, comme on le disait tout à l'heure. Soit on est athée et on se dit, il y a un certain nombre de physiciens qui se disent, mais d'où sort ce réglage? C'est un grand mystère de la physique actuelle. Ou alors on est croyant, et à ce moment-là, tout s'éclaire. On se dit, évidemment, l'univers a été créé par un Dieu créateur, par une puissance infinie de pensée. Et donc, dans cette création, le reflet, c'est évidemment ce qui nous apparaît comme un réglage très fin de ces constantes qui ont permis à l'univers de donner naissance au projet du créateur. Je voudrais juste donner ici un prolongement, ce qui vient d'être dit, avec un exemple tout simple que vous allez évidemment comprendre immédiatement. Vous voyez ici, dans cette bouteille, il y a de l'eau. Vous connaissez tous, bien sûr, la formule de l'eau. Vous savez que si je vous la demande, vous allez la dire. Hein? Voilà, exactement. Alors, H2O, alors O, c'est l'oxygène, et H, c'est l'hydrogène. Alors, vous savez que l'hydrogène, c'est le corps le plus simple, c'est l'atome le plus simple. C'est juste un proton, ce qu'on appelle un noyau, et puis un électron qui tourne autour. Yves a décrit ce paysage où ça se complexifie. Mais là, nous sommes dans quelque chose de très simple. Ce qu'il faut savoir à propos du réglage fin, c'est que tous les noyaux d'atomes d'hydrogène qui ont été formés juste après le Big Bang l'ont été, et ils sont là, dans cette bouteille, ils ont été formés dans les 3 premières minutes de la vie de l'univers. Les 3 premières minutes de la vie de l'univers, un livre célèbre d'ailleurs qui s'appelle « Les 3 premières minutes » de Weinberg, prix Nobel.
3 minutes, c'est-à-dire 180 secondes, pour fabriquer très exactement 98% de la masse baryonique, la masse connue de l'univers. Mais quel réglage! C'est stupéfiant de penser que, en 3 minutes à peine après le Big Bang, 98% de la matière a été formée. 98%. Donc réfléchissez lorsque vous avalerez un verre d'eau ou de vin. Mais commençons par l'eau. Lorsque vous avalerez un verre d'eau, n'oubliez jamais que vous avalez une relique cosmologique qui nous parle du début des temps. Du tout début des temps. Au moment où l'univers apparaît, il y a 13 milliards et 820 millions d'années. Et le réglage, le fantastique, l'éblouissant réglage qu'il a fallu, pensez-y. Absolument. À chaque fois. C'est pas celui-là qui marche? C'est celui-là? Allô? Allô? Voilà. Bon. Vous ne boirez plus de l'eau de la même manière après cette soirée. Bon, voilà, on ne va pas s'étaler sur le principe anthropique, mais si vous allez page 193 du livre, vous verrez que des grands cosmologistes athées, quand ils décrivent la constante cosmologique et son réglage, ils parlent tous de miracles, spontanément. C'est les mots qui viennent dans leur bouche. Voilà. Alors, pour continuer donc sur ces réglages, on essaie d'illustrer, et si vous voulez, vous avez une trentaine de constantes, c'est un peu comme si vous voulez faire décoller un avion, et qu'il faut absolument que vous régliez chacun des cadrans exactement sur la bonne valeur, des fois avec une précision colossale, et si vous ne faites pas ça, l'avion ne décolle pas. L'univers ne décolle pas, l'univers ne marche pas, ne conduit pas à la vie si tous ces paramètres ne sont pas parfaitement réglés. Cette question, on va y revenir sans doute dans les questions-réponses, mais elle est folle et très important. Il y a 100 ans, personne ne savait ça. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat. Les gens constatent ces choses-là. Juste dire un mot peut-être sur les alternatives, parce que les gens se posent sûrement la question. Qu'est-ce que disent les matérialistes de ça? Parce que la situation, c'est que tout le monde reconnaît que tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire aussi bien la thermodynamique, le Big Bang, donc le début et la fin de cet univers, et puis ces réglages extraordinaires. Donc le seul joker en fait qui reste, la seule carte que peuvent garder ceux qui veulent prendre l'hypothèse matérialiste, c'est qu'il y a des milliards d'univers et que la plupart ont échoué et que après des milliards d'univers, nous, on est dans le bon univers. Voilà, c'est la seule possibilité. C'est-à-dire que ce qui est important de retenir, c'est que tous les scientifiques, qu'ils soient croyants ou incroyants, reconnaissent tous que les réglages de l'univers, de notre univers, sont absolument extraordinaires et hautement improbables. Sachant que même dans l'hypothèse que beaucoup de scientifiques ont appelée désespérée de ces multivers, ça ne résout pas du tout le problème du début. Alors, on va venir maintenant à un autre point qui est la biologie. Alors la biologie, c'est très important. Moi, c'est un des chapitres qui m'a le plus impressionné en le travaillant. En fait, il faut savoir que des bactéries à l'homme, en passant par tous les animaux et toutes les plantes, tout ce qui vit sur la Terre est constitué de cellules. Donc, le premier vivant, c'est un être unicellulaire, et puis tout le reste, c'est de l'inerte. Alors, comment on passe de l'inerte au vivant? C'est très compliqué, parce que toutes ces cellules sont codées par l'ADN. Il y a le ribosome, et il y a au minimum 200 types de protéines différentes. Pour avoir tout ça au même endroit, c'est extrêmement compliqué, et tout le monde est stupéfait en se demandant, personne n'a la clé aujourd'hui. Et donc, il y a certainement eu des réglages absolument fous, encore plus fous que ceux de la physique, pour arriver à la vie. Pour vous dire, l'ADN, dans un brin d'ADN, vous avez plus d'informations que dans l'encyclopédie Universalis. Et pour faire la moindre protéine, c'est-à-dire le moindre assemblage d'acides aminés dans le bon ordre, puisqu'il y a 22 acides aminés, si vous avez une grosse protéine, c'est 22 puissance 1000, et 22 puissance 1000, c'est à peu près 10 puissance 1500. Et une chance, pour que ça se mette dans ce sens-là, c'est une chance sur 10 puissance 1500. Ça, c'est à peu près la chance que vous avez, vous, de gagner au loto contre l'ensemble de la planète, contre 10 milliards d'habitants, toutes les semaines pendant 2 ans. Donc, c'est des hasards qui n'existent pas. Et il en faut 200 au même endroit pour faire une cellule. Alors, les gens sont là, tout ça, c'est une découverte aussi. Il y a 100 ans, personne ne savait ça. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Et ça pose d'énormes problèmes.
Oui, simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donné un regard en quelque sorte de physicien un peu extérieur sur la biologie. Il y a ce mystère, effectivement, de la formation de l'ADN, des gènes, qui sont totalement improbables. Mais comme l'avait remarqué déjà Jean Rostand, si vous arriviez à fabriquer des protéines, des enzymes, bref, tous les éléments qui se trouvent dans la cellule, vous auriez fabriqué à tout coup une cellule morte. Ce qui est extraordinaire dans le vivant, c'est le métabolisme, c'est-à-dire le fait que tout ça, ça se met à marcher dans toutes les cellules comme une usine qui tourne. Souvent, on pose la question aux gens, combien pouvez-vous faire d'opérations en même temps? 1, 2, 3. Pas du tout. Vous en faites des dizaines de millions à la seconde, sans en avoir conscience. C'est-à-dire que dans vos cellules, il y a des réactions biochimiques qui s'orientent exactement dans le bon ordre et avec le bon tempo dans toutes vos cellules pour que ça fonctionne. Et ça, c'est un très très grand mystère. C'est-à-dire que l'étude réductionniste, en quelque sorte, uniquement des molécules, c'est-à-dire la biologie moléculaire, n'est pas suffisante. Il faut comprendre aussi le métabolisme. Et ça, c'est une voie de recherche actuelle qui se développe beaucoup. Alors, il y a un Américain qui s'appelle Kaufman qui a lancé ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes dynamiques. L'étude d'un grand nombre de molécules qui interagissent ensemble. Et on est en train de se rendre compte que ce sont des systèmes en limite de chaos. C'est-à-dire que là aussi, on est sur le fil du rasoir. S'ils étaient un petit peu en dessous de cette limite, la cellule s'éteindrait. Si on était un petit peu au-dessus de cette limite, ben en fait, elle devient cancéreuse, elle explose en quelque sorte. Autrement dit, là aussi, il y a un réglage absolument extraordinaire. La deuxième chose que je souhaite ajouter, c'est qu'on en est en vérité qu'au tout début de la biologie moléculaire. Elle date de 1950-60, c'est-à-dire même pas 100 ans. Or, il ne fait pas de doute que les phénomènes quantiques, ça commence à être entrevu, jouent un rôle essentiel dans la biologie moléculaire. Des phénomènes d'une finesse inouïe. L'effet tunnel, l'intrication quantique, qui est un phénomène, je ne vais pas vous décrire, mais qui est d'une finesse extraordinaire, il semblerait qu'il soit essentiel au vivant. Quand on met tout ça bout à bout, effectivement, la formation de ces molécules, le métabolisme, les phénomènes quantiques dont on va sans doute de plus en plus percevoir l'importance, on se dit, mais comment tout cela est-ce possible? Comment est-ce que tout cela pourrait-il marcher tout seul? Eh bien, les croyants ont évidemment une grande cohérence dans leurs réponses. Évidemment, si tout cela, c'est le reflet de la pensée créatrice, ça se comprend en quelque sorte. Alors, je voudrais raconter juste une anecdote qui est, je pense, intéressante, un peu comme tout à l'heure sont les preuves indirectes. On a vu le fait que les grands savants d'Union soviétique et d'Allemagne de l'Allemagne nazie ont été persécutés parce qu'ils croyaient à l'expansion de l'univers. Ce sont des preuves indirectes. Alors, il faut raconter ce qu'ont cru les gens pendant très longtemps. C'est-à-dire que Darwin, en 1850-1860, pense que la vie est née dans une soupe primitive. Et ce mot de soupe primitive, on l'a beaucoup entendu. Alors Darwin dit, voilà, il y avait une soupe primitive, probablement près d'un volcan, avec du soufre, du méthane, enfin des corps chimiques assez complexes, et puis avec un coup de foudre ou quelque chose comme ça, eh bien dans cette soupe primitive est apparue la première ou les premières cellules, et puis la vie s'est développée. Alors ça c'est 1850-1860, et donc en 1950, 1960 et 1970, il y a des gens qui vont faire ces expériences-là, et d'ailleurs dans le livre on les raconte, il y a une dizaine d'équipes scientifiques dans des endroits différents aux États-Unis qui vont faire ça, ils vont touiller des soupes, ils vont mettre des courants électriques, de l'électromagnétisme, des trucs de foudre, etc. Ils vont faire plein d'expériences. Naturellement, ils ne vont pas voir de vivants apparaître. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que vers cette époque-là, on découvre en fait qu'une cellule, c'est pas quelque chose de simple, c'est une cellule où il y a des ordinateurs qui sont très compliqués. On l'a dit, l'ADN, c'est comme un ordinateur très complexe, l'ARN, le ribosome sont des ordinateurs très compliqués. Et donc, quand les gens voient la complication de la moindre cellule vivante, on arrête. On a arrêté d'essayer de touiller des soupes primitives pour essayer d'en faire une cellule vivante. C'est-à-dire que ce renoncement, personnellement, à mon avis, dans ce qu'on appelle les anecdotes, ce renoncement est extrêmement parlant sur le fait que depuis les années 1970, plus personne, ça fait donc 50 ans maintenant, nous avons pourtant des moyens colossaux maintenant pour essayer de faire ça, eh bien plus personne ne tente, parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune chance que ça arrive, plus personne ne tente de faire apparaître une cellule vivante dans une soupe primitive. Voilà, je pense que cette anecdote est intéressante. Voilà, donc pour aller vite, pour vite vous donner la parole bientôt,
En physique, les coïncidences sont extraordinaires. Vous savez, vous avez tous connu Tring Juan Juan, là, qui vous fait l'exemple de la flèche qui va à l'autre bout de l'univers et qui doit taper sur une cible d'1 cm². C'est la probabilité que les constantes initiales soient bien réglées. Mais donc, on sait de l'ordre de une chance sur 10 puissance 60. Mais en biologie, les chiffres qui nous viennent des scientifiques, c'est une chance sur 10 puissance 340 000. Là, on a changé d'échelle. On n'est plus du tout sur la même planète. Donc c'est quelque chose de complètement dingue. Moi, lisez le chapitre sur la biologie, je pense que vous ne regretterez pas. Et on dit que c'est le passage du linéaire tout vivant est aussi compliqué que de passer d'un boulon à une voiture par hasard. Voilà. Non, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'il faut quand même donner la parole. Alors, pour résumer, si vous voulez, vous avez dans le passé donc des tas de raisons de croire en Dieu, l'émerveillement devant l'univers, les preuves philosophiques, tout ce qui concerne l'homme, la morale, les miracles, les apparitions, les saints, vous avez les témoignages de rencontres avec Dieu, ça fait beaucoup de choses. Quand on parle de miracles, d'apparitions de saints, c'est des milliers de témoignages. Donc les gens ont cru en Dieu sur tous les continents, dans tous les siècles, tout le temps. Et puis tout d'un coup, la science est venue en disant « Ah ben non, la science penche de l'autre côté ». Et la science avait un prestige énorme parce qu'elle a changé nos vies, si vous voulez. Elle a changé complètement la vie des gens. Et donc, on croit la science. Mais ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que la science est en train de passer de l'autre côté. Et donc, au final, tout converge. C'est ça qui est impressionnant quand on lit ce livre. Enfin, c'est pas le livre, mais c'est la réalité qui est derrière. Parce que des livres comme ça, vous savez qu'on a un précurseur formidable qui est le livre des frères Bogdanov, Dieu et la science. Moi, j'étais un fan des frères Bogdanov depuis tout petit, avec Temps X. Mais j'ai lu ce livre avec émotion. C'est un livre fantastique et c'est vendu à 1 million d'exemplaires. Et avec Jean Guiton, ils ont expliqué les choses, et ça n'a pas pris beaucoup de rides, je peux vous dire. Et aux États-Unis, en ce moment, il y a des livres qui paraissent en pagaille pour dire la même chose. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le retour de l'hypothèse Dieu », 3 découvertes scientifiques fantastiques qui changent tout. Voilà. Ça parle à peu près des mêmes choses que notre livre, même si on a fait un peu plus de choses un peu sur les parties des anomalies de l'histoire. Mais tout ça pour vous dire que ce qu'on trouve extrêmement convaincant au final, c'est un faisceau de preuves convergentes, rationnelles, indépendantes, qui vont toutes dans le même sens et qui à la fin vous donnent un paysage clair, quoi. Voilà. Pourquoi ? Parce que la connaissance a tellement progressé que les implications dont parlait Michel-Yves, on peut les juger maintenant d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue de la connaissance. Voilà, donc maintenant on va redonner la parole à Igor et Grishka, à moins que vous ayez des choses à rajouter les uns les autres, pour passer à la deuxième partie de la soirée. Voilà, donc vous avez été évidemment emporté par ce flot de pensée, ce flot de conviction, ce flot de raison aussi. Ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas simplement dans la passion. On pourrait aller vers ce mystère suprême simplement en prenant cette voie qui est la voie de la foi. Eh bien non, là, un peu comme saint Thomas d'Aquin autrefois, eh bien nous sommes amenés à suivre le chemin de la raison pour aller vers le mystère suprême. Et c'est très neuf. Comme vous allez évidemment le constater dans le dialogue qui va s'établir maintenant, vous pourrez poser toutes les questions et vous verrez qu'à chaque fois, il y a des réponses qui sont parfois désarçonnantes. On ne s'y attend pas. On ne s'attend pas à ce qu'on puisse aujourd'hui dire « mais oui, il existe des indices, il existe des débuts et peut-être même des preuves complètes de l'existence de ce mystère suprême ». Appelons-le Dieu, lorsque l'on entre par cette voie qui est une voie unifiée vers ce mystère suprême, et qu'on a le courage de l'admettre. Eh bien oui, appelons-le Dieu, et puis donnons toute sa place aux explications qui vont suivre. Donc, vous avez maintenant la parole, le micro va circuler auprès de vous. Alors, bien entendu, ce qui compte, c'est d'être le premier. C'est le plus difficile. Alors, sinon, je vais désigner au hasard. Bon, je suppose que vous êtes quand même nombreux à vous poser des questions et à nous les poser, à les poser à nos 3 héros, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, c'est à vous la parole. Il y a 3 micros qui vont circuler dans la salle.